Sur le boulevard du Crépuscule se dresse un édifice dont les murs ont abrité plus de passions amoureuses, de trahisons tragiques et de jeux de pouvoir que n'importe quelle cour royale du vieux continent. C'est à la croisée mythique de Sunset et de Rodeo Drive que le Beverly Hills Hotel a pris racine. Drapé dans son emblématique parure de stuc rose saumon, ce joyau s'épanouit au cœur d'un Éden tropical de 12 acres. Pourtant, lors de son inauguration en 1912, l'illustre cité de Beverly Hills n'était qu'un mirage. Le 7e art y était inconnu, sans la moindre star ni studio à l'horizon. Ce paysage aride n'offrait au regard que de la poussière, d'interminables champs de haricots et l'ambition chimérique d'un seul homme. Ce refuge allait se métamorphoser en un véritable sanctuaire pour l'élite américaine. Un théâtre où des empires entiers naissaient devant un café fumant à l'aube, pour s'effondrer tragiquement à la tombée de la nuit. Dans ces couloirs se croiseraient chefs d'État et barons de la pègre, génies créatifs bouleversant l'humanité et hors-la-loi menaçant de la détruire, mêlant à jamais les mythes et les impostures. Depuis plus de 100 ans, ces façades rosées gardent le silence sur des richesses incommensurables, bâties ou volatilisées dans le secret de ces chambres. Ces pavillons discrets ont nourri d'innombrables idylles secrètes, tandis que ces majestueux salons de réception ont vu éclore la légendaire cérémonie des Oscars. Bravant les conflits mondiaux, les tumultes médiatiques, les campagnes de boycott et même le spectre de la destruction, l'édifice est resté debout. Voici l'épopée intemporelle du Beverly Hills Hotel, le célèbre palais rose d'Hollywood. Remontons en 1906. L'étendue sauvage appelée à devenir Beverly Hills n'est alors qu'un vaste néant. De simples chemins de terre balafraient d'anciennes plantations de haricots, ultime vestige de l'époque où des travailleurs mexicains cultivaient les immenses ranchs qui recouvraient toute la plaine côtière. Seuls quelques faux poivriers clairsemés daignaient offrir un maigre répit ombragé aux géocoucous et aux écureuils terrestres de passage. La cité des Anges s'arrêtait brusquement à plusieurs kilomètres plus à l'est. Quant à Hollywood, loin d'être la capitale mondiale du cinéma, ce n'était qu'une bourgade austère, peuplée de petites maisons et rythmée par les rassemblements paroissiaux prônant l'abstinence. Pourtant, là où d'autres ne voyaient qu'un désert stérile, un visionnaire a su imaginer une destinée grandiose. Venu du Michigan en l'an 1900, le prospecteur Burton Green avait débarqué dans le sud de la Californie avec l'espoir tenace d'extraire l'or noir caché sous ces collines poussiéreuses. Sa quête fut un échec retentissant. En revanche, il fit l'acquisition d'un immense territoire de 4000 acres, alors connu sous le nom de Rancho Rodeo de las Aguas. Face à des puits désespérément secs, la majorité de ces bailleurs de fonds, paniqués, cherchèrent à fuir le navire. Green dégaina alors un plan de secours inattendu. Son idée ? Morceler ce vaste domaine pour y fonder une colonie inédite. Un refuge réservé non pas aux agriculteurs, mais aux grandes fortunes de la côte Est, en quête de lumière estivale et de prestige social. C'est ainsi qu'en 1906, il s'attacha les services du brillant architecte paysagiste Wilbur David Cook. La mission de ce dernier consistait à dessiner un réseau routier épousant les courbes douces du relief, rompant radicalement avec le quadrillage implacable et monotone qui étouffait Los Angeles. Grâce à ces avenues sinueuses, le lotissement allait se parer d'une aura d'élégance intemporelle, donnant l'illusion trompeuse d'un lieu chargé de plusieurs générations d'histoire. Le nom de Beverly Hills s'imposa naturellement, un clin d'œil direct aux Beverly Farms du Massachusetts, lieu de villégiature estivale prisé par la grande bourgeoisie bostonaise. Toutefois, l'entrepreneur savait pertinemment que de simples plans ne suffiraient jamais à attirer des acheteurs. Il lui fallait un point d'ancrage majestueux pour donner vie à cette utopie. L'érection d'un palais hôtelier s'imposait. Pour concrétiser cette vision, il sollicita Margaret Anderson, une redoutable femme d'affaires ayant bâti un véritable empire immobilier dans le centre-ville angelin. Ayant flairé le filon, cette dernière accepta sans hésiter de financer et de diriger ce futur temple du luxe. Le complexe prendrait ses quartiers sur un domaine de 12 acres, à l'intersection exacte du célèbre boulevard Sunset et de la future et prestigieuse avenue de Rodeo Drive. Un choix géographique, tout sauf hasardeux. Avec l'essor fulgurant de l'automobile, cette artère était destinée à devenir l'axe principal menant vers l'ouest. La conception de l'édifice fut confiée aux mains expertes d'Elmer Gray, une figure montante de l'architecture locale. Bien qu'imprégné de l'académisme des beaux-arts,
cet artisan de l'espace avait parfaitement saisi que l'âme sudiste de la Californie réclamait une identité visuelle totalement différente. Il dessina donc les plans d'un chef-d'œuvre de style missionnaire. Cette relecture onirique du passé colonial espagnol conférait instantanément au mur une patine historique et une aura d'éternité. C'était exactement l'illusion d'ancrage culturel que les nouveaux riches cherchaient frénétiquement à s'offrir. Les premiers coups de pioche résonnèrent en l'an 1911. Le futur sanctuaire abriterait 325 chambres luxueuses, habilement articulées autour de patios intérieurs ombragés, dans la plus pure tradition hispanique. L'ossature principale s'étirait gracieusement face au boulevard Sunset. 3 étages de béton armé se paraient d'un revêtement rose saumon, une nuance audacieuse qu'Elmer Gray n'avait absolument pas laissée au hasard. Ce rose capterait magnifiquement la lumière des objectifs. Il créerait un contraste saisissant entre la terre brûlée des collines et l'azur du ciel, forgeant une image gravée à jamais dans les mémoires. L'écrin paysager revêtait une importance aussi capitale que les fondations mêmes. Des armées de jardiniers furent mobilisées par la directrice pour ensemencer 12 acres d'une flore luxuriante. Un écosystème exubérant, qui n'avait pourtant pas la moindre chance naturelle de survivre sous ces latitudes semi-arides. On y fit venir des dattiers majestueux d'Égypte, des bananiers verdoyants d'Amérique centrale et des oiseaux de paradis importés des confins de l'Afrique du Sud. L'objectif était de créer une illusion de dépaysement absolu. Ce mirage d'un printemps perpétuel n'était maintenu en vie que par l'irrigation artificielle et incessante de puits creusés jusqu'aux entrailles des nappes phréatiques. La facture monumentale frôla les 500 000 $, une somme colossale qui équivaudrait aujourd'hui à environ 15 millions de billets verts. En cette année 1912, engloutir un tel capital dans une auberge bâtie au milieu de nulle part tenait de la folie pure. Mais pour la visionnaire qu'était Anderson, ce fameux « nulle part » allait inexorablement devenir le centre du monde. C'est à la date du 12 mai 1912 que les portes de ce paradis rose s'ouvrirent enfin. À peine 7 mois plus tard, la bourgade naissante obtenait son statut officiel de municipalité indépendante. Cependant, le jour de l'inauguration, ce prestigieux quartier n'était encore qu'une vaste promesse spéculative jetée sur le papier. Rares étaient les villas achevées, et l'immense majorité des parcelles n'étaient que friches. Les premiers privilégiés durent s'y rendre au volant de leurs engins motorisés ou emprunter les mythiques tramways rouges de la Pacific Electric. Le périple mécanique s'arrêtait d'abord sur le boulevard de Santa Monica, obligeant ces pionniers du luxe à louer des calèches pour affronter les sentiers rocailleux qui menaient au sommet. L'événement mondain fascina toute la bonne société de la région. Une élite qui, en 1912, se résumait essentiellement à de riches éleveurs ayant fait fortune dans le pétrole. Des négociants ayant bâti leur fortune sur l'expansion fulgurante de la cité côtoyaient une poignée de riches exilés du Midwest venus chercher la guérison sous des cieux plus cléments. Dans ces colonnes, le Los Angeles Times célébrait l'établissement, y voyant l'apothéose absolue de l'élégance architecturale californienne. Ce que le grand quotidien ignorait alors, c'est qu'en l'espace de 3 petites années, une industrie d'un genre inédit allait éclore à seulement quelques encablures de là. En 1915, l'œuvre « Naissance d'une nation » de D.W. Griffith voyait le jour. Une fresque aussi novatrice sur le plan technique qu'abjecte sur le plan moral, révélant ainsi l'incroyable emprise du 7e art sur les foules. Jusqu'alors enracinée sur les terres de New York et du New Jersey, la grande machine du cinéma entamait son grand exode vers le couchant. Le sud de la Californie déployait un ensoleillement perpétuel, une mosaïque de décors naturels et de vastes étendues à bas prix, offrant un terreau idéal pour y bâtir des studios de tournage. 2 années suffirent pour que Hollywood et ses vallées environnantes se métamorphosent en la capitale incontestée de l'image animée en Amérique. Le Beverly Hills Hotel trônait en plein cœur de cet écosystème. Ces murs offraient non seulement un luxe inouï, mais surtout un sanctuaire inviolable. Sa situation géographique était une aubaine. Niché à un jet de pierre des plateaux de tournage qui poussaient comme des champignons à Hollywood, Culver City et Burbank. Mais par-dessus tout, il garantissait la denrée la plus précieuse pour ces visages qui faisaient courir les foules. L'anonymat et le secret. Margaret Anderson cernait à la perfection l'âme de ses illustres convives.
Ses employés avaient reçu pour consigne formelle d'ignorer l'identité des vedettes lorsqu'elles traversaient les salons communs. Les chasseurs de signatures se voyaient refoulés aux grilles du domaine, tandis que les objectifs des photographes étaient strictement bannis des espaces de restauration. Les secrets chuchotés entre ces murs y demeuraient prisonniers. Cette omerta de velours allait forger le mythe indéboulonnable de l'établissement. Le tout premier astre du grand écran à s'aventurer dans ce domaine fut Douglas Fairbanks. Ce séducteur au physique de gladiateur allait d'ailleurs inscrire son nom au firmament de l'ère du muet. En franchissant les portes de ce tout nouvel édifice, l'acteur saisit d'emblée l'essence de l'œuvre d'Anderson. Bien plus qu'une simple halte nocturne, c'était une véritable forteresse protectrice. C'est en 1919 qu'il unit sa destinée à celle de Mary Pickford, la fiancée de l'Amérique, lors d'épousailles qui érigèrent le duo au rang d'icône nationale. Pour leur lune de miel, les jeunes mariés choisirent naturellement les ombrages du fameux palace de Beverly Hills. Leur simple séjour infusa, au lieu, une aura de prestige et une publicité inestimable qu'aucun trésor n'aurait pu s'offrir. 12 mois après cette romance estivale, le registre des arrivées se lisait comme le dictionnaire du Gotha américain, avec un Charlie Chaplin prenant ses quartiers dans de luxueux appartements au 2e étage. Gloria Swanson transformait la salle à manger en sa cour personnelle, tandis que Rudolph Valentino, ce séducteur incandescent dont le trépas en 1926 plongerait les foules dans le délire, y élisait domicile à l'année. Sans oublier Will Rogers, l'illustre penseur en bottes de cow-boy, propulsé au sommet de la richesse grâce à son esprit rustique et ses sarcasmes populaires. L'humoriste y posait ses valises durant de longues saisons. L'agencement même des bâtisses tissait ce cocon d'intimité si vital pour ces figures publiques en quête de repos. Si l'édifice central abritait des chambres d'une facture classique, le véritable trésor résidait dans cette poignée de pavillons disséminés au cœur de 12 acres de jardins luxuriants. Ces retraites isolées, dont certaines se déployaient sur 6 pièces enfilées, garantissaient un exil absolu vis-à-vis du bâtiment névralgique. Une célébrité y trouvait le loisir de recevoir des convives, de négocier des contrats ou de vivre une romance interdite, loin du moindre regard indiscret. Ces refuges possédaient leur propre sentier d'accès, des lignes téléphoniques dédiées et un éloignement salvateur vis-à-vis du voisinage. Ainsi, le moindre chuchotement, le moindre éclat de voix s'évanouissait aussitôt dans l'épaisse jungle tropicale des aménagements paysagers. L'année 1928 marqua le départ à la retraite de Margaret Anderson, cédant l'œuvre de sa vie à un consortium de financiers. L'Éden continua pourtant de fleurir. Vers la fin des années 20, l'établissement s'imposait magistralement comme la plaque tournante officieuse de l'industrie cinématographique. Les têtes d'affiche y avaient leur résidence. Sous les hauts plafonds du hall d'accueil, les cinéastes refaisaient le monde et dessinaient de futurs chefs-d'œuvre. Entre deux bouchées d'un déjeuner fastueux, les producteurs scellaient des alliances colossales. Puis vint le mois d'octobre 1929, emportant les bourses dans son gouffre. La Grande Dépression, telle une lame de fond, ravagea les fondations financières du pays. Mais l'usine à rêve opposa une résistance spectaculaire. Après tout, le peuple affamé d'espoir réclamait toujours son évasion. Durant les années 30, les foules continuèrent de s'amasser devant l'étoile blanche. Et ce triomphe de l'illusoire sauvegarda indirectement les finances du luxueux domaine. Alors qu'aux 4 coins de la nation, d'illustres palaces tiraient le rideau, le majestueux Palais Rose, qui veillait sur Sunset Boulevard, gardait fièrement ses portes grandes ouvertes. En 1941, ce joyau changea de nouveau de maître. Sous la houlette d'Hernando Cortright et de Ben Silverstein, un cercle d'associés fit l'acquisition du lieu pour une somme d'1,5 million de dollars, ce qui équivaudrait à environ 31 millions dans notre monnaie contemporaine. Ancien pilote du prestigieux établissement El Mirador à Palm Springs, Cortright connaissait sur le bout des doigts les caprices et les exigences singulières de ces dieux de l'image. Guidé par sa vision d'orfèvre, le célèbre repère de Beverly Hills allait bientôt toucher l'apogée absolue de sa gloire. Le premier coup de génie du nouveau patriarche fut l'inauguration du légendaire Polo Lounge. Avant que 1941 ne pointe le bout de son nez, la grande salle de réception imposait encore l'étiquette et la rigidité de la vieille Europe lors des repas. Comprenant très vite que les barons du cinéma privilégiaient un cadre plus relâché pour tisser leurs intrigues financières, il métamorphosa un modeste comptoir attenant au hall en un chaleureux boudoir,
tapissés de reliques équestres britanniques. Cette appellation relevait d'ailleurs de la plus brillante des supercheries commerciales. Nulle trace de terrain de galop dans les parages, certes, mais la noblesse de ce sport murmurait à l'inconscient collectif des promesses d'opulence et de raffinement extrême. Sitôt ses portes déverrouillées en 1941, l'alcôve s'imposa comme le véritable centre névralgique de tout Hollywood. Dès les lueurs de l'aube, les magnats des studios s'y retrouvaient autour d'un café pour y trancher le destin des acteurs et l'ampleur des fortunes à dépenser. Autour d'une table bien garnie, les impresarios scellaient des destins, tandis qu'au fond de la salle, le tintement des verres accompagnait les scénaristes vendant leurs rêves aux magnats des studios. Ces alcôves de cuir courbé offraient le compromis parfait. Un écrin de mystère pour les murmures stratégiques, tout en vous exposant tel un trophée aux yeux de tous. Être aperçu au Polo Lounge, c'était exister. Dans ce sanctuaire mondain, une véritable liturgie s'était peu à peu mise en place. La toute première banquette, postée en sentinelle près de la porte, devenait le trône exclusif des intouchables de l'industrie. Le redoutable patriarche de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, en avait d'ailleurs fait son fief incontesté. Chaque matin, lors de son petit déjeuner, l'équipe le guidait vers ce sanctuaire sans prononcer un mot. Mais c'est surtout le ballet téléphonique de l'établissement qui allait forger le mythe. Bien avant l'ère des portables, le restaurant avait tissé une véritable toile de lignes filaires, étirables à volonté jusqu'au creux des tables. Nul besoin d'abandonner son siège velouté pour trancher le sort d'un empire en pleine dégustation. La légende raconte que ces empereurs jonglaient parfois avec 3 combinés à la fois, bouclant 3 accords distincts pendant que leurs œufs refroidissaient dans l'assiette. Le grand patron de la 20th Century Fox, Daryl Zanuck, avait tellement pris racine dans ses murs qu'une ligne directe reliait son bureau à sa banquette attitrée. Ses assistants n'avaient jamais à le chercher. Sa présence quasi quotidienne en ce lieu en faisait son véritable quartier général. Même la carte du restaurant finit par s'inscrire au panthéon du 7e art. Née dans les cuisines du lounge au cœur des années 60, la salade McCarthy offrait un ballet culinaire où verdure hachée, dinde, fromage et avocat s'entrelaçaient sous les yeux des convives. C'était le carburant parfait des grands dirigeants. Une assiette assez copieuse pour affronter de longues négociations, mais suffisamment digeste pour garder l'esprit aiguisé. Aujourd'hui encore, cette création trône sur la carte, figée dans son intemporelle perfection. Mais loin de l'agitation du restaurant, une autre histoire s'écrivait. L'établissement devenait progressivement l'ultime refuge doré de l'aristocratie hollywoodienne. Dans les années 40, l'énigmatique magnat Howard Hughes, dont l'esprit finirait par sombrer dans les abysses de la paranoïa, y monopolisait plusieurs pavillons en même temps. Ces murs lui servaient tour à tour de centre de commandement pour son empire tentaculaire et de nid discret pour les étoiles montantes qu'il désirait charmer. Des années durant, l'ombre du milliardaire plana sur ce palace, comme une présence fantomatique incontournable. Enfermait docilement les yeux sur ses caprices de plus en plus lunaires, achetés à prix d'or par sa fortune inépuisable. Les couloirs résonnèrent également des éclats de l'existence passionnée d'Elizabeth Taylor, qui y trouva refuge à maintes reprises. Le pavillon numéro 5 devint à tel point son antre que les employés finirent par le rebaptiser à son nom. C'est là qu'elle pensait ses blessures entre 2 unions déchirées. C'est là aussi qu'elle s'abandonnait à de nouvelles romances après une rupture. Toutefois, la magie des lieux dépassait largement les frontières du cinéma. Les chefs d'État en faisaient leur halte, tandis que les émissaires du monde entier y réquisitionnaient des appartements de prestige lors de leur passage californien. Pour les rois de l'industrie de la côte Est, quelques nuits au Beverly Hills Hotel agissaient comme un sésame, déverrouillant des opportunités que ni New York ni Chicago ne pouvaient offrir. L'édifice s'était mué en bien plus qu'un simple repère de luxe. Il incarnait l'apothéose d'une ascension sociale. Mais cette dorure masquait une face cachée. Les mêmes murailles qui protégeaient l'intimité des idoles abritaient des ombres bien moins reluisantes. Les pavillons bruissaient d'amours interdites, tandis que d'inavouables cercles de jeu prospéraient sous le regard fuyant et complice de la direction. Bien que farouchement passés sous silence, les paradis artificiels coulaient à flot. Un secret de polichinelle pour les vétérans des lieux. La loi suprême de l'Omerta Maison drapait chacun de ses hôtes dans le même manteau d'impunité. Une vedette surprise au bras d'un amour illégitime pouvait dormir sur ses 2 oreilles, sachant que le veilleur de nuit ne vendrait jamais la mèche aux échautiers. De même,
Un nabab complotant contre les lois de la concurrence savait que ces combinés légendaires restaient sourds aux écoutes. Ce palace s'était érigé en véritable Vatican d'Hollywood, une enclave souveraine dont l'air semblait absoudre les lois du commun des mortels. L'âge d'or de ce sanctuaire s'embrasa dans les années 50 et au début des années 60, une époque où le système des grands studios tenait encore l'industrie d'une main de fer. C'était un temps où une poignée de pontes suffisait à couronner ou à anéantir un destin en décrochant simplement le récepteur. Une apparition calculée à la seconde près pouvait forger une légende. Et l'épicentre de ce monde en ébullition ne portait qu'un seul nom. Tout au long de son règne sur la Mecque du cinéma, Marilyn Monroe y disposait d'une alcôve permanente, toujours prête à l'accueillir. L'icône s'effaçait dans ses pavillons des journées entières, ne s'extirpant de sa bulle que pour affronter la brûlure des projecteurs ou les foules chorégraphiées. Les valets avaient appris à devancer la moindre de ses envies en silence. Des bouquets immaculés égayaient son quotidien. Du champagne rafraîchi avec une précision d'orfèvre l'attendait, dans ce havre de paix censé la protéger d'une société prête à la dévorer vive. Pour Frank Sinatra, ces murs majestueux incarnaient l'extension naturelle de sa propre demeure. À son apogée, le crooner siégeait tel un empereur au Polo Lounge, magnétisant autour de lui cette cour hétéroclite d'astres et de courtisans que l'on nommait le Rat Pack. Flanqué de Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Joey Bishop, il se lançait dans d'interminables bacchanales, noyant l'après-midi dans la liqueur pour ne s'échouer qu'aux lueurs de l'aube. La direction encaissait ses débordements avec le sourire, là où de simples quidams auraient été mis à la porte sans ménagement. Le poids de sa gloire et de son portefeuille lui offrait une grâce absolue. Mais cette aura magnétique attirait également des figures tapies dans les marges les plus obscures de l'Amérique. Figure emblématique de la pègre de Chicago, Sam Giancana verrait plus tard son nom associé aux sombres manœuvres des services secrets américains pour renverser le leader cubain. C'est au cœur de l'emblématique hôtel californien qu'il prenait ses quartiers lors de ses échappées sur la côte pacifique. L'ombre des palmiers abritait ses tractations secrètes. Dans ses maisonnettes privées, il dictait sa loi aux manias des studios, dont les empires du jeu dans le Nevada dépendaient de ses bonnes grâces. Cette danse ambiguë entre l'industrie du rêve et les syndicats du crime baignait dans un silence de plomb, tout en restant un véritable secret de polichinelle. En mars 1964, la quiétude du Bungalow 8 fut brisée par un événement dont le spectre allait planer sur les murs de l'établissement pendant de longues décennies. Si le mystère entoure encore les faits, la trame de la tragédie est limpide. Une présence féminine y poussa son dernier soupir. Une fin tragique, hâtivement classée comme un banal coup du sort. L'enquête des forces de l'ordre s'éteignit aussi vite qu'elle avait commencé. Bien qu'aucune accusation ne vînt troubler la paix des puissants, les murmures insinuaient que d'intouchables figures assistaient au drame. La chronique mondaine soufflait que des preuves s'étaient volatilisées, transformant le silence légendaire de l'établissement en une véritable mécanique de l'ombre. Face au regard curieux, la direction de ce sanctuaire ne concéda jamais la moindre déclaration officielle. Les lieux furent lessivés, parés de nouveaux atours et offerts aux voyageurs suivants, gommant jusqu'à la moindre trace de ce passage funeste. Quant aux employés de garde cette nuit-là, ils plièrent bagages ou apprirent les vertus du mutisme. L'identité de la défunte fit quelques vagues dans les gazettes à scandale avant de sombrer dans l'oubli. Pourtant, dans les cercles d'initiés et parmi les vieux habitués, cette macabre légende s'est enracinée dans la mythologie orale du domaine. Le Palais Rose avait abrité les ténèbres, et ses cloisons voluptueuses avaient absorbé le poison de l'indicible. Ce drame sonna le glas d'une ère. Au cœur des années 60, l'aura de ce joyau cessa peu à peu de captiver l'imaginaire de la Cité des Anges. L'âge d'or des grands studios s'effondrait comme un château de cartes, laissant place à la fraîcheur d'une nouvelle vague de créateurs. Ces réalisateurs novateurs méprisaient les hiérarchies d'antan et rejetaient ouvertement les mondanités codifiées de ces salons huppés. Les idoles en devenir tournaient le dos aux fastes trop lissés des collines pour s'enivrer des frissons bohèmes et subversifs de Laurel Canyon. Ce temple qui avait dicté les lois de l'élégance absolue pendant un demi-siècle prenait des airs de vestiges poussiéreux, voyant s'évaporer l'affluence de son bar mythique. Ses luxueuses alcôves restaient désertes de longues semaines durant,
et ses jardins d'Éden laissaient apparaître les stigmates d'un déclin silencieux. Bien que les registres financiers restassent au beau fixe, son hégémonie culturelle n'était plus qu'une illusion. Déjà, en 1954, le domaine était tombé entre les mains de Ben Silberstein. Ce magnate de la pierre et de l'or noir s'en était offert les clés pour 5,5 millions de dollars. Une somme colossale, équivalente à environ 62 millions de dollars de notre époque. S'il avait saisi l'essence inestimable de ces murs, il flairait aussi avec une froide lucidité le crépuscule imminent de son âge d'or. À son dernier souffle en 1976, ses héritiers se heurtèrent à un carrefour crucial. Céder les lieux avant leur déclin total, ou s'y accrocher dans l'espoir d'une improbable résurrection. Le clan opta finalement pour la cession. 3 étés plus tard, en 1979, un titan des hydrocarbures venu de Denver, Marvin Davis, rafla la mise en déboursant 135 millions de dollars. Une transaction astronomique, frôlant les 565 millions de dollars actuels. Le nouveau maître jura de ressusciter le mythe, mettant sur la table 100 millions de dollars pour un ravalement titanesque. L'emblématique palais, proclamait-il, allait retrouver son trône au sommet de l'Olympe californien. Et l'homme tint parole, injectant des fortunes colossales dans sa métamorphose. Les pavillons furent mis à nu et repensés avec un confort avant-gardiste, tout en chérissant jalousement l'âme intemporelle de leur passé. Le légendaire salon de réception se mua en un repère feutré digne de l'aristocratie britannique, tandis que le parc s'épanouissait sous une nouvelle parure florale d'une rareté absolue. Et, comme pour conjurer le temps, une nouvelle robe de cette teinte poudrée si caractéristique vint raviver chaque façade d'une fraîcheur éclatante. Lorsque le chantier s'acheva en 1982, le sanctuaire irradiait du même éclat que dans les somptueuses années 50. Pourtant, ce même visionnaire allait poser un acte risquant de réduire son œuvre en cendres. En 1987, il céda son bijou pour 200 millions de dollars à un acquéreur dont le nom allait enflammer les poudres de la polémique. Le nouveau souverain des lieux n'était autre que le monarque de Brunei, Hassan al-Bolkiah, l'une des fortunes les plus vertigineuses du globe. Son minuscule émirat, niché sur les terres de Bornéo, reposait sur un océan de pétrole et de gaz qui abreuvait la lignée royale d'une opulence défiant l'entendement. À lui seul, le trésor personnel du potentat était évalué à la somme astronomique de 20 milliards de dollars. Là où le commun des mortels amassait des timbres, lui accumulait les carrosses britanniques de prestige. Déjà maître de palais fastueux à travers l'Asie et l'Europe, il accrochait désormais cette étoile d'Hollywood à son palmarès. Dans les premiers temps, cette passation eut un parfum de bénédiction. Le souverain s'engagea solennellement à pérenniser l'excellence de la maison. Il fit serment d'en couver l'authenticité, jurant à toute l'industrie du cinéma que son âme resterait intacte. Et pendant plusieurs saisons, cette illusion demeura parfaite. Les rouages de l'institution tournèrent avec la même grâce d'antan, et ses salons feutrés ne désemplirent jamais de l'élite du 7e art. Les agendas de réservation des villas privées affichaient inlassablement complet. La silhouette rosée régnait toujours en majesté sur le crépuscule du boulevard. Mais l'an 2014 marqua une rupture d'une rare violence, lorsque l'appareil d'État du sultan promulgua de nouveaux décrets de fer. Des textes implacables qui allaient métamorphoser ce trône du cinéma en l'établissement le plus décrié du pays, suite à l'adoption par Brunei d'une doctrine puritaine et inflexible. Ce nouveau code instaurait des sentences fustigées avec fureur par les sentinelles des droits fondamentaux, prévoyant le châtiment suprême sous une pluie de pierres, pour réprimer l'infidélité et les amours entre personnes de même sexe. L'édit imposait également la flagellation pour punir les amateurs d'élixirs prohibés et les mères portant la vie en dehors des alliances sacrées. Cette ombre vengeresse menaçait indistinctement les locaux comme les voyageurs étrangers posant le pied dans l'émirat, déclenchant instantanément une onde de choc et de colère à l'échelle planétaire. Le lien qui unissait ce palace de légende aux nouvelles lois du sultanat sautait soudain aux yeux du monde entier. C'est par le truchement de son fonds souverain, la Brunei Investment Agency, que le monarque absolu régnait en maître sur ce joyau californien. Chaque dollar dépensé entre ses murs venait renflouer les coffres d'un État venant tout juste d'inscrire la peine de mort dans la loi pour réprimer les amours homosexuels. Aux yeux des détracteurs,
franchir les portes de l'établissement revenait ni plus ni moins à financer la mise à mort d'une communauté tout entière. L'usine à rêve, qui s'était pourtant toujours érigée en fervente défenseuse des minorités, se retrouvait prise au piège d'un cruel dilemme moral. Ce sanctuaire centenaire, gardien des murmures de tout un microcosme, incarnait désormais l'antithèse absolue des idéaux prônés par le cinéma contemporain. La riposte ne se fit pas attendre, frappant avec la force d'un coup près. L'humoriste et ancien présentateur vedette Jay Leno tira la première salve médiatique. Son appel à déserter le fleuron de Beverly Hills s'étendait également au Bel Air, ainsi qu'à une poignée d'adresses prestigieuses réparties entre les capitales françaises et britanniques, toutes sous la coupe du sultanat. Dans son sillage, une cohorte de personnalités influentes s'empressa d'emboîter le pas. Des figures de proue, telles qu'Ellen DeGeneres, Richard Branson ou encore Stephen Fry, clamèrent haut et fort qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans ce paradis doré. La plus puissante organisation américaine de défense des droits civiques franchit le Rubicon en officialisant le mot d'ordre d'un blocus sans merci. Ce désaveu cinglant fit l'effet d'une bombe sur les finances du palace, vidant du jour au lendemain les banquettes du Polo Lounge où les pontes des agences artistiques avaient coutume de sceller leurs accords. Les galas de charité de l'industrie désertèrent les lieux, tandis que les fondations militantes plièrent bagages pour organiser leurs prestigieuses remises de prix sous d'autres cieux. Les somptueuses salles de bal, autrefois réservées des années à l'avance pour des congrès mondains, furent soudainement boudées par les organisateurs d'événements. Il n'aura fallu que quelques mois pour transformer l'épicentre de la vie mondaine californienne en un immense vaisseau fantôme. Mais dans l'ombre des dorures, les premières victimes furent les petites mains de l'hôtellerie, dont certaines arpentaient ces couloirs depuis des dizaines d'années. Purs dommages collatéraux d'un conflit géopolitique qui les dépassait totalement, ces employés fidèles virent leur pourboire s'évaporer à mesure que la tempête médiatique balayait la clientèle et anéantissait les carnets de réservation. Les valets de chambre, jadis accaparés par l'effervescence d'un palace affichant complet, erraient désormais dans le silence de suites désespérément inoccupées. Derrière leur comptoir, les mixologues ayant abreuvé la noblesse du cinéma n'avaient plus pour public que quelques voyageurs de passage, ignorants de la polémique ou totalement indifférents aux enjeux politiques. Face à l'hémorragie, l'équipe dirigeante tenta désespérément d'écoper le navire. Des communiqués de presse furent rédigés à la hâte, martelant que le personnel de l'établissement était composé de citoyens locaux, épousant parfaitement la philosophie progressiste de la région. L'administration insista lourdement sur la diversité de ses propres rangs, rappelant que de nombreux salariés appartenaient eux-mêmes à la communauté visée par ces lois d'un autre âge. Punir d'honnêtes travailleurs ne ferait jamais trembler le pouvoir en place de l'autre côté du globe, plaidait-il en vain. Leurs appels à la raison se heurtèrent à un mur d'indifférence. L'onde de choc économique fut dévastatrice. Les experts du secteur hôtelier chiffrèrent les pertes à plusieurs dizaines de millions de dollars rien que pour les 12 premiers mois d'embargo. Le taux de remplissage subit une chute vertigineuse, s'effondrant de plus de 80% pour stagner sous la barre fatidique des 40%. Ces célèbres refuges privés que l'on s'arrachait jadis des mois à l'avance prenaient la poussière, et le mythique restaurant qui avait sculpté l'histoire du 7e art pendant 70 ans peinait à servir ne serait-ce qu'une poignée de curieux égarés. Pourtant, quelques voix dissidentes tentèrent de s'élever pour prendre la défense de l'institution. Ces modérés estimaient que les mises au banc médiatique rataient presque systématiquement leur cible, ne réussissant qu'à broyer les plus vulnérables. Ils mirent en lumière l'hypocrisie d'une élite s'indignant à la carte, tout en pactisant allègrement avec d'autres nations peu scrupuleuses en matière de liberté fondamentale, rappelant au passage que la fortune du souverain était bien à l'abri de ce coup d'éclat. L'or noir qui jaillissait de ses puits rendait dérisoires les bénéfices tirés d'un simple palace, laissant le petit personnel comme seul véritable perdant de cette guerre d'images. Un pragmatisme balayé d'un revers de main par les meneurs du mouvement, pour qui la force des convictions primait sur tout confort matériel. Après s'être vautré pendant des décennies dans les compromissions à l'abri des regards, l'industrie du spectacle devait, selon eux, enfin s'avancer dans la lumière et assumer ses valeurs. Si cette adresse mythique cristallisait autant la colère, c'est justement parce qu'elle incarnait l'âme même de ce microcosme californien depuis toujours. Tourner le dos à ce monument revenait à graver dans le marbre qu'aucune montagne d'or,
ne pourrait jamais acheter la dignité humaine. Cette crise sans précédent obligea également les magnats des studios à regarder en face le lien trouble qu'ils entretenaient avec ce paradis doré. Pendant des lustres, ces murs tapissés avaient étouffé les frasques de prédateurs tout-puissants et offert un théâtre d'ombre aux passions clandestines qui brisaient des foyers entiers. L'endroit avait allègrement couvert la circulation de paradis artificiels, les cercles de jeux prohibés et les arrangements financiers les plus obscurs. L'omerta bienveillante des lieux avait toujours été acclamée lorsqu'elle arrangeait l'élite. Mais la donne changeait brusquement dès lors que cette même discrétion protégeait la tyrannie d'une puissance étrangère. Une contradiction frappante qui n'échappa pas aux observateurs les plus acerbes. Les esprits chagrins firent rapidement remarquer la mémoire sélective de certaines stars, si promptes à s'offusquer aujourd'hui, alors qu'elles fermaient volontiers les yeux sur les exactions d'autres partenaires économiques. La machine à rêve a de tout temps su tisser des alliances fructueuses avec des régimes autoritaires, n'hésitant pas à museler la presse, embastiller les opposants et piétiner les libertés individuelles. Dans ce théâtre de dupes, la façade rose du palace offrait simplement un exutoire médiatique idéal et peu risqué. Loin de courber l'échine, le monarque asiatique balaya l'idée même de s'en séparer. Lui qui avait déboursé 200 millions de dollars pour s'offrir ce bijou en 1987. À l'aube de 2014, l'édifice s'était vu valorisé à plus d'un demi-milliard de dollars, tout en continuant d'amasser des liquidités malgré l'orage. Fort de sa fortune inépuisable, le souverain avait largement les moyens de laisser passer la tempête. Et tandis que le blocus s'éternisait au fil des ans, le silence de ses couloirs désertés finit par s'ériger en un étrange mausolée, figeant dans le temps les stigmates de cette guerre idéologique. L'ombre du Palais Rose planait encore majestueusement sur Sunset Boulevard. Ses jardins défiaient le temps par leur perfection, pourtant, son aura séculaire s'était évaporée. L'ostracisme connut son paroxysme entre 2015 et 2016. Des cohortes de manifestants battaient le pavé, érigeant un mur de contestation aux portes mêmes de l'établissement. Les militants haranguaient les vacanciers de passage, leur tendant des tracts pour les dissuader de franchir le seuil. La fronde s'embrasa sur la toile, exhortant les voyageurs à déserter les lieux. Ce sanctuaire de l'amour s'était mué en l'arène éthique la plus exposée de la sphère hollywoodienne. Dans les couloirs feutrés de l'hôtel, le personnel s'acharnait à préserver l'illusion d'un quotidien immuable. Les suites immaculées attendaient des occupants invisibles. Au Polo Lounge, le ballet des petits déjeuners continuait pour les rares silhouettes qui osaient s'y aventurer. Les parterres fleuris recevaient la même dévotion que jadis, mais le spectre de la désolation s'était invité entre les murs. Conçu pour célébrer la foule, ce titan d'hospitalité prenait désormais des allures de vaisseau fantôme. Quelques habitués de la première heure bravaient néanmoins le blocus. Des vétérans de l'industrie, pour la plupart, nostalgiques d'une époque où l'endroit abritait le cœur palpitant de leur carrière. S'insurgeant contre toute dictature morale, ils revendiquaient la liberté de leurs deniers. À leurs yeux, la fidélité charnelle envers les employés balayait n'importe quelle posture symbolique. Cependant, face au rouleau compresseur de la vindicte populaire, même cette garde rapprochée finit par espacer ses visites. L'institution, aux abois, multiplia les manœuvres de survie. La direction brada ses nuits dans un espoir désespéré de remplir ses étages. Une cour assidue fut faite aux voyageurs internationaux, bien trop éloignés pour avoir vent du scandale. L'accent fut mis sur le patrimoine et le faste architectural, rêvant que l'attrait historique pâlit la désertion du monde du spectacle. Vains efforts. La splendeur d'antan ne revint jamais. Dès 2017, l'isolement s'auto-alimentait. Le simple instinct grégaire poussait même les sceptiques à fuir un navire foudroyé par l'opprobre. Le domaine tout entier exhalait une aura de radioactivité sociale. Franchir les grilles de l'hôtel revenait à s'exposer volontairement au tribunal public. L'évitement devenait la seule parade de confort. Cette disgrâce imposait une réflexion glaçante. Jusqu'où s'étendent les frontières de la responsabilité éthique? Les petites mains de l'établissement n'avaient aucune prise sur les dictates de leurs lointains propriétaires souverains. De même, les cadres angelenos n'allaient pas dicter leurs lois au cœur de l'Asie du Sud-Est. Et pourtant, l'orage s'abattait sur eux, victimes collatérales de décideurs lointains qu'ils ne croiseraient jamais. La foudre frappait la proximité, et non la culpabilité. Étranglés financièrement
où là de l'infamie, plusieurs salariés jetèrent l'éponge. D'autres tinrent bon, priant pour que la tempête s'apaise, refusant de sacrifier des décennies de dévouement à la maison. Leur talent d'orfèvre de l'hospitalité ne se transposait pas si aisément sous d'autres latitudes. Ils patientaient, misant sur l'amnésie légendaire et l'inconstance de l'industrie cinématographique. Cette crise mit d'ailleurs cruellement en lumière la fragilité du militantisme de salon. Les mêmes icônes qui s'égosillaient au boycott n'avaient aucun scrupule à s'enrichir auprès de puissances aux bilans humanitaires tout aussi désastreux. Les majors du cinéma pactisaient sans broncher avec des régimes autocratiques pour diffuser leurs œuvres. L'industrie du luxe assemblait ses créations sur des terres où la parole était muselée. Les géants du numérique offraient les clés de la surveillance massive à des États répressifs. Mais ce palace incarnait le parfait bouc émissaire. Une cible à portée de vue, facile à boycotter et lourdement chargée de symboles. À des milliers de kilomètres de là, le monarque n'infléchissait pas sa ligne de conduite d'un iota. Le tollé planétaire glissait sur sa gouvernance comme l'eau sur les plumes d'un cygne. Ce soulèvement qui avait ruiné la réputation d'une icône californienne n'effaça pas la moindre ligne de loi de l'autre côté du globe. Seul butin de cette guerre d'images, des couloirs vides et des travailleurs sur la paille, foudroyés pour des choix politiques dont ils ignoraient tout. En 2019, 5 années de mise au banc s'étaient écoulées. La fréquentation avait trouvé un équilibre morbide. Des abysses comparés à l'âge d'or, mais tout juste suffisantes pour garder la tête hors de l'eau. L'édifice continuait malgré tout de générer quelques bénéfices. Des miettes, évidemment, face au gouffre de richesse qu'il amassait avant la rupture de 2014. Fort de ses 28 milliards de dollars de patrimoine, le propriétaire pouvait se permettre d'attendre l'éternité s'il le fallait. Et peu à peu, les vedettes se cherchèrent de nouvelles croisades. Les feux de l'actualité se détournèrent vers des scandales plus frais. Plusieurs figures de proue de la rébellion recommencèrent même, à pas de loup, à fréquenter les autres joyaux du portefeuille royal. L'intransigeance morale de 2014 s'était dissoute dans le compromis et le confort. Pourtant, les cicatrices du légendaire palace restaient à vif. L'antre suprême de la volupté californienne s'était métamorphosé en une cruelle fable sur la toxicité des alliances. Plus d'un siècle durant, ce château coloré avait bâti son empire sur le culte du secret, le faste et la proximité avec les grands de ce monde. La crise a soudainement prouvé qu'aucune opulence ne pouvait plus servir de bouclier face aux tempêtes idéologiques modernes. Ce même microcosme qui chérissait autrefois l'aveuglement bienveillant de ses murs l'a finalement crucifié pour cette exacte même complaisance. L'âme du Beverly Hills Hotel n'a jamais résidé dans ses façades élégantes ou son luxe ostentatoire. C'était avant tout un théâtre d'influence. Un sanctuaire où les puissants dictaient les règles du jeu et choisissaient les vérités bonnes à étouffer. La fronde médiatique a soudainement mis ce passé en lumière, ébranlant un établissement dont la survie reposait exclusivement sur les bonnes grâces de l'élite. Or, dès l'instant où cette cour a jugé l'endroit indésirable pour son image, l'avenir du palace a vacillé. Puis, alors que le blocus entamait sa 6e année en 2020, la vague foudroyante de la Covid-19 s'est abattue. Aux 4 coins du globe, l'hôtellerie s'est figée, les avions sont restés au sol et les grands rassemblements se sont évanouis. Déjà exsangue après des années de mise à l'index, l'institution californienne se retrouvait soudain au bord du gouffre. Ce mythique palais rose, rescapé des krachs boursiers, des conflits mondiaux et des bouleversements sociaux, abordait cette paralysie mondiale avec une image en lambeaux et des caisses presque vides. Face à l'invisible menace, le domaine a dû se résoudre à verrouiller ses grilles, un fait inédit depuis sa création. Le 17 mars 2020, lorsque le gouverneur Gavin Newsom a décrété le confinement total de la Californie, il n'a fallu que quelques jours pour que l'hôtel cesse toute activité. Ces couloirs qui n'avaient jamais cessé d'accueillir du beau monde, même aux pires heures des guerres ou de la Grande Dépression, ont soudainement sombré dans l'obscurité. Ce sommeil forcé a duré 4 mois, une période suspendue où seuls quelques gardiens de l'ombre veillaient sur le domaine désert. La végétation foisonnante buvait toujours son eau, et les murs gardaient leur lustre. Mais l'âme du lieu, ses visiteurs, s'était volatilisée. Fini les poignées de main secrètes au Polo Lounge, tandis que les bungalows restaient désespérément vides. Depuis 1912, jamais un tel silence n'avait pesé sur ces 12 acres de luxe. Au moment de rouvrir ses portes en juillet 2020,
C'est un univers métamorphosé qui attendait l'établissement. Le tourisme mondial s'était effondré. Les réunions de sommet se tenaient désormais derrière des écrans, et la machine hollywoodienne était pratiquement à l'arrêt. La poignée de voyageurs solitaires avait alors l'embarras du choix parmi une multitude d'enseignes luttant désespérément pour leur survie. Le Beverly Hills Hotel, que 6 ans de quarantaine avaient déjà fragilisé, devait à présent livrer bataille dans une arène où tout le monde se battait pour ne pas couler. Pourtant, ce désastre sanitaire allait offrir au palace une échappatoire inattendue face à la vindicte populaire. Les têtes d'affiche étant bien plus préoccupées par leur propre salut que par les causes humanitaires, le vent de la révolte est vite retombé. Les pancartes ont disparu des grilles, laissant place à de nouvelles tempêtes numériques sur d'autres combats du moment. L'indignation vertueuse qui nourrissait le mouvement s'est dissoute face à l'urgence de la situation sanitaire, sauvant ainsi le domaine non par un quelconque pardon, mais par la simple force de l'oubli. Lorsque les frontières se sont timidement rouvertes entre 2021 et 2022, l'hôtel s'est découvert bénéficiaire d'un sursis providentiel. Une nouvelle vague de clients franchissait les portes, totalement ignorante des tempêtes médiatiques de la décennie passée. Pour cette jeunesse dorée, l'endroit n'était qu'un merveilleux décor d'écran. Un paradis de verdure luxuriante et de murs pastels qui crevaient l'objectif. Les créateurs de contenu ont réinvesti les lieux, offrant à leurs millions d'abonnés une vitrine de pur esthétisme, bien loin des considérations éthiques. La direction de l'établissement n'a pas laissé passer cette aubaine inespérée. À grands coups d'investissement virtuel, ils ont bâti une stratégie misant tout sur la féerie visuelle des lieux, noyant sciemment l'identité controversée de leurs propriétaires. Des alliances avec des maisons de haute couture ont vu le jour, accompagnées d'offres somptueuses mêlant gastronomie raffinée et rituels de bien-être. Le sanctuaire historique du cinéma s'était ainsi métamorphosé en une simple toile de fond pour clichés viraux. Ce pari a fonctionné au-delà de toute espérance. En 2023, les taux de fréquentation flirtaient à nouveau avec les sommets d'avant la crise. Les villas privées s'arrachaient des mois à l'avance, et le ballet des serveurs au Polo Lounge ne connaissait plus de temps mort. S'il n'était plus le trône incontesté des magnats du 7e art, le domaine s'était forgé une nouvelle légitimité, parfaitement calibrée pour son époque. Cependant, cette renaissance triomphante a jeté une lumière crue et dérangeante sur l'engagement contemporain. Cette fronde, perçue comme un impératif absolu en 2014, s'était éteinte non pas grâce à une évolution des lois du souverain, mais par pur assèchement de l'intérêt public. La législation brutale du Brunei demeurait gravée dans le marbre, tout comme le nom sur l'acte de propriété. Seul le regard des foules s'était détourné, une réalité qui laissait les militants de la première heure avec un goût amer. Pour ces pionniers, renflouer les caisses du palace équivalait à une faillite éthique, le triomphe du confort superficiel sur les convictions profondes. Ils s'époumonaient à rappeler que le régime responsable de ce soulèvement continuait d'appliquer sans fléchir sa justice moyenâgeuse. Le combat n'avait abouti à aucune victoire. Il avait simplement été balayé sous le tapis de l'amnésie collective. À l'inverse, d'autres observateurs percevaient cette déroute militante comme une issue fatalement prévisible. Ceux-là n'avaient jamais vu dans l'indignation des stars qu'une mascarade destinée à lustrer leur propre image, bien plus qu'une véritable soif de justice sociale. La crise sanitaire leur donnait cyniquement raison. Dès que l'effort moral est devenu contraignant, l'engagement s'est volatilisé. Le verdict était sans appel. Les belles causes ne survivent que tant qu'elles servent l'ego de ceux qui s'en font les héros. Quant aux employés des lieux, meurtris par des années de couloirs déserts et de pourboires fantômes, ils n'éprouvaient au fond qu'un immense soulagement. Ces employés n'avaient jamais cherché à porter l'étendard d'une guerre idéologique qui ne les concernait pas. Leur unique souhait se résumait à gagner honnêtement leur vie pour nourrir les leurs. Le ballet des visiteurs annonçait enfin le retour de l'abondance. Face à l'échéance des factures, les dilemmes éthiques entourant les propriétaires de l'établissement pesaient bien peu. Cette renaissance mettait cruellement en lumière l'inefficacité des embargos populaires lorsqu'il s'agit de bousculer l'ordre établi. Véritable joyau sous les projecteurs, le palace californien offrait une cible de choix d'une grande fragilité médiatique. L'offensive avait d'ailleurs porté ses fruits en ébranlant sévèrement la rentabilité du domaine. Cependant, l'illusion s'est brisée. L'espoir de contraindre le monarque asiatique à réformer son code pénal est resté lettre morte. Retranché derrière une forteresse d'or noir,
Le souverain n'a eu qu'à laisser passer l'orage, indifférent aux clameurs de la rue. Au crépuscule de cette fronde, ce sont les travailleurs locaux qui ont payé le prix fort, loin d'égratigner la couronne orientale. Et à l'aube de 2024, l'établissement s'était presque totalement délesté de son manteau d'infamie. Une vague inédite d'étoiles montantes a redonné vie au faste du passé en y organisant de somptueuses réceptions. Les grands studios du cinéma ont de nouveau privatisé les immenses salons pour leurs avant-premières, tandis que l'élite de l'industrie retrouvait le chemin du légendaire bar à cocktails pour d'influents déjeuners d'affaires. Le célèbre palais couleur pastel a ainsi retrouvé sa place dans le giron d'Hollywood, non par amnésie, mais parce que l'oubli offre un confort bien supérieur au fardeau de la mémoire. Cette spectaculaire résurrection jette une lumière trouble sur la fragilité de notre conscience collective et la volatilité de nos engagements éthiques. Ni les murs n'ont bougé, ni les titres de propriété n'ont changé de main. La législation orientale est restée de marbre. Seul le degré d'indignation de la société civile s'était lentement évaporé. L'échec cuisant de cette révolte murmure une vérité dérangeante. La vertu criée sur les toits possède une date de péremption terriblement courte au sein d'une civilisation noyée dans le divertissement éphémère. Pourtant, la rédemption de cette adresse mythique ne s'est pas uniquement bâtie sur l'effritement des mémoires. La direction avait parfaitement saisi qu'il fallait orchestrer une reconquête active de son blason tout en manœuvrant habilement avec son passé sulfureux. Leur parade s'est articulée autour d'un mutisme millimétré, couplé à une métamorphose esthétique éblouissante. Refusant de plaider la cause du souverain ou de faire pénitence, l'institution a brutalement tiré le rideau sur toute forme de débat public. Les interrogations des journalistes se heurtaient à un mur de silence, et la moindre tentative de déclaration officielle était éconduite avec une courtoisie glaciale. Le domaine se contentait désormais d'incarner un chef-d'œuvre de l'architecture et un havre de raffinement, ni plus ni moins. Ce tour de passe-passe a fonctionné à merveille, offrant aux habitués une porte dérobée pour revenir s'y prélasser sans devoir justifier leur venue. Des fortunes colossales ont été englouties dans des travaux titanesques, insufflant un vent de modernité tout en préservant l'âme des lieux. Les fameux pavillons isolés ont vu leurs entrailles entièrement redessinées. Une domotique de pointe s'est glissée dans chaque recoin, et le célèbre salon s'est offert un nouveau visage, tissant un lien subtil entre son héritage glorieux et le présent. Cette mue architecturale clamait haut et fort. L'établissement maudit d'hier n'existe plus. Et bien que l'ossature juridique et les murs soient demeurés identiques, le ravalement de façade comptait infiniment moins que cette nouvelle aura culturelle. Traverser les époques a toujours été le talent singulier de cette adresse de légende, passé maître dans l'art de capter l'esprit du temps pour s'y fondre. Dans les années 40, cela se traduisait par un repère de pouvoir pour les nababs d'Hollywood. La décennie suivante, on y érigeait des sanctuaires pour protéger l'intimité des idoles. Dans les années 2020, il a fallu se muer en un mirage numérique afin d'éblouir une jeunesse qui sacrifie volontiers le poids de l'histoire sur l'autel de l'esthétisme. Le retentissement de ce nom majestueux sur les réseaux s'est enflammé avec une intensité folle. Des orfèvres de la photographie ont été dépêchés pour sublimer la moindre courbe du domaine, tandis qu'une nuée d'égérie du net y séjournait, troquant le gîte contre de précieuses publications. La silhouette rosée si caractéristique a inondé les écrans du monde entier, multipliée à l'infini dans le grand théâtre virtuel. Pour la nouvelle vague de globetrotters débarquant dans la Cité des Anges, ce lieu est devenu le pèlerinage absolu. Non pour les fantômes de son passé, mais pour son éclat saisissant à travers la lentille d'un smartphone. Cette mutation d'un cœur névralgique du pouvoir vers un pur fantasme visuel signe un bouleversement sismique dans l'identité même de l'édifice. Durant un siècle, la magie des lieux reposait sur la puissance des noms couchés dans le registre et les intrigues nouées à l'abri des regards. L'étanchéité absolue de ces murs, gardienne de tant de mystères, forgeait la valeur inestimable de son prestige. Or, à une époque où le jardin secret a été rasé, où chaque instant intime est théâtralisé sur la place publique numérique, l'omerta n'est plus une monnaie d'échange prisée. L'institution s'est pliée à cette nouvelle donne. Elle a sacrifié ses ombres pour se jeter sous une lumière aveuglante. Les allées verdoyantes, autrefois de véritables forteresses anti-paparazzi, leur déroule désormais le tapis rouge. Ce stuc couleur chair,
témoin silencieux d'un siècle de murmures capitaux, n'est plus qu'une simple toile de fond pour des exhibitions égocentriques. Ce sanctuaire, qui avait fondé sa noblesse sur l'art de détourner les yeux au bon moment, tire aujourd'hui sa gloire de l'obsession d'être scruté par la terre entière. Face à cette désacralisation, quelques vieux loups de mer d'Hollywood regardent ce cirque avec une profonde mélancolie. Dans leur mémoire persiste l'image d'un havre inviolable, un monde à part, où l'on pouvait sceller des alliances ou vivre des passions clandestines, loin du regard inquisiteur du grand public. Cette transparence exhibitionniste résonne pour eux comme une odieuse trahison de l'âme originelle des lieux. Mais leur soupir de nostalgie se noie aujourd'hui, inaudible, dans le brouhaha d'une nouvelle ère. Le visage même du 7e art avait muté. L'âge d'or des grands studios, qui conférait au Polo Lounge son aura d'incontournable, s'était définitivement évaporé. Cette époque de monopole, où les tractations exigeaient l'ombre des salons feutrés, s'était morcelée en une myriade de structures indépendantes. Bien avant que la fronde n'éclate, la vocation historique de l'établissement appartenait déjà au passé. La résurrection des lieux s'est par ailleurs nourrie d'un oubli collectif, cette amnésie quasi généralisée quant au motif même du soulèvement. En l'an 2024, les têtes d'affiche de cette croisade avaient pour la plupart embrassé de nouveaux combats, quand elles n'avaient pas tout simplement plongé le sujet dans le silence. D'aucuns s'étaient d'ailleurs vus reprocher leur double jeu, continuant d'engranger les contrats auprès de structures à l'éthique tout aussi discutable. Les autres avaient fini par admettre qu'une indignation fulgurante exigeait bien moins de sacrifices qu'un militantisme au long cours. Le mouvement s'est étiolé, victime de ce besoin d'endurance que le public n'était plus disposé à lui consacrer. Dans l'ombre de la tourmente, le personnel de l'établissement a forgé sa propre lecture des événements, lui qui a essuyé la tempête de l'intérieur. Du jour au lendemain, leur outil de travail s'était mué en emblème idéologique, les condamnant à payer le prix fort pour des directives royales qui les dépassaient. Témoins de la fureur initiale, puis du délitement de la fronde, nombre d'entre eux en sont ressortis profondément désabusés face aux grandes leçons de morale et aux indignations théâtrales des stars. La leçon était amère. L'intégrité savait s'adapter, et la colère publique possédait une date de péremption. Mais la pérennité de ce palais rose tenait également à une réalité implacable. Son ancrage sur l'une des parcelles les plus convoitées de toute la Cité des Anges. Les 12 acres trônant au croisement de Sunset et de Rodeo Drive pesaient des centaines de millions de dollars, et ce, quelle que soit la bâtisse qui les couronnait. Pour le souverain, accumuler les pertes d'exploitation n'avait aucune importance, tant que la terre, elle, ne cessait de se valoriser. Que ce refuge retrouve ou non son lustre d'antan, son poids financier demeurait inébranlable. À l'aube de 2025, le rythme de croisière précédant la controverse avait été pleinement recouvré. La mutée oscillait désormais entre 700 $ pour une chambre classique et plus de 10 000 $ lorsqu'il s'agissait des pavillons les plus intimistes. Ces tarifs s'alignaient sans complexe sur ceux des autres palaces de la mégalopole, tandis qu'il fallait à nouveau s'y prendre plusieurs jours à l'avance pour espérer s'attabler au Polo Lounge. Les soirées mondaines ont fait leur grand retour, sous les lustres des salles de réception. Le légendaire joyau rose avait reconquis son trône dans la géographie du glamour. Pourtant, l'entité qui s'est relevée des cendres de la polémique n'avait plus grand-chose à voir avec celle qui s'y était abîmée. Son influence quasi monarchique, bâtie sur plusieurs décennies, s'était dissipée. L'épicentre culturel de la ville s'était simplement déplacé sous d'autres latitudes. Ne subsistait qu'une splendeur architecturale au passé lourd, attirant un public pour qui l'apparat et le faste priment sur l'âme et la symbolique que ces murs incarnaient jadis. Cette lente convalescence a mis en lumière l'âpre réalité de ce qu'exige la survie d'un mythe à notre époque. La fidélité perd tout son sens dès lors qu'elle se transforme en fardeau. Les convictions éthiques s'effacent sitôt qu'elles entravent le plaisir personnel, tandis que la mémoire collective ne s'étire jamais au-delà du prochain scandale médiatique. En fin de compte, le repère californien n'a pas survécu en se réinventant, mais tout bonnement en misant sur l'usure de ses détracteurs. Aujourd'hui, l'édifice se dresse toujours avec la même arrogance au carrefour qu'il occupe depuis 1912. Ses emblématiques murs couleur saumon continuent de toiser l'intersection majestueuse de Sunset et Rodeo Drive. Ces 12 acres de luxuriance tropicale s'épanouissent envers et contre une nature aride,
tandis que ces alcôves privées abritent ceux dont la fortune permet une telle retraite. En apparence, le temps semble avoir glissé sans laisser de traces. C'est pourtant le lien charnel entre la bâtisse et l'industrie du cinéma qui s'est irrémédiablement fracturé. Le pouvoir n'y a plus ses quartiers d'hiver. Il s'y attarde parfois en coup de vent. Certes, les petits déjeuners du Polo Lounge continuent d'être servis, mais les contrats qui forgent le monde du divertissement se scellent dorénavant dans les bureaux aseptisés des géants du streaming et de la Silicon Valley. Les étoiles d'Hollywood se réfugient encore dans ces fameux bungalows. Toutefois, leurs frasques ont désormais plus de chances d'être étalées sur les réseaux sociaux que d'être couvertes par l'omerta bienveillante des employés. Ce culte du secret, pierre angulaire du mythe pendant un siècle, n'a pas résisté au rouleau compresseur de la surveillance numérique et de l'hyperconnexion. La résistance de ce sanctuaire nous pousse à interroger la véritable essence des institutions et leur capacité à préserver leur âme face aux bouleversements de leur époque. Cette forteresse rose avait été taillée sur mesure pour un Hollywood bien particulier. Un monde cadenassé par une poignée de manias où l'image publique était sculptée au millimètre. Ce microcosme-là s'est éteint. L'écosystème s'est depuis désintégré en une constellation de boîtes de production, d'empires du streaming et de talents indépendants. Cette concentration d'influence qui rendait le Polo Lounge si indispensable s'est totalement volatilisée. Et pourtant, les murs tiennent bon. Une longévité qu'ils doivent à leur emplacement géographique, à la grâce de leur architecture, mais surtout à ces légendes que l'on se refuse à laisser mourir. Le Beverly Hills Hotel s'est ainsi figé en un mausolée dédié à sa propre gloire. On n'y vient plus par nécessité stratégique, mais pour la résonance d'un nom. Un prestige qui n'est plus synonyme de suprématie, mais d'une douce mélancolie. Déambulez dans le grand hall d'aujourd'hui, vous n'y croiserez que des curieux, immortalisant les façades poudrées, ou des créateurs de contenu chorégraphiant leur vie au milieu des jardins. Des voyageurs fortunés venus des quatre coins du globe, en quête d'un fragment du mythe hollywoodien. On y aperçoit parfois quelques vieux briscards du 7e art partageant un repas au Polo Lounge. Pourtant, ces habitués se noient désormais dans une mer de visiteurs étrangers au monde du spectacle, pour qui le lourd passé de cet établissement n'a aucune espèce d'importance. Dans les couloirs, les visages ont changé. La quasi-totalité des employés a été embauchée bien après la fin de la fronde. S'ils connaissent les grandes lignes de cette époque tumultueuse, ils ne l'ont pas traversée. À leurs yeux, ce n'est qu'un gagne-pain, un lieu de labeur qui s'avère être mondialement connu, avec ses zones d'ombre. Leur quotidien ? Dresser des tables, refaire les lits, tailler les jardins, avant de regagner leur foyer une fois l'heure de la débauche sonnée. La légende majestueuse du domaine plane bien loin de leurs préoccupations terre-à-terre. Retracer l'épopée de ce palace, c'est inévitablement se heurter à d'épineuses interrogations sur la notion de complicité et le poids de la responsabilité. Durant plus de 100 ans, cette forteresse a servi de bouclier aux puissants de ce monde. Une impunité tacite qui leur a permis d'étouffer leurs liaisons secrètes, leurs délits et leurs manigances corruptrices. Ironie du sort, cette même élite hollywoodienne qui a jeté l'opprobre sur l'établissement en raison de son propriétaire, encensait autrefois cette omerta complaisante. Le vent de révolte morale qui a soufflé lors du boycott brillait au mieux par sa géométrie variable, au pire par sa profonde hypocrisie. Néanmoins, cette levée de bouclier a mis en lumière une véritable mutation des mœurs. La Mecque du cinéma de 2014 n'avait plus grand-chose à voir avec celle de 1954 ou de 1914. Sous le poids écrasant de l'opinion publique et des luttes sociales, un microcosme qui sacrifiait jadis toute éthique sur l'autel du secret s'est vu contraint de feindre, à minima, un attachement aux droits humains fondamentaux. Le palace est alors devenu le théâtre d'une mise à l'épreuve. Ces belles convictions avaient-elles une réelle substance? L'expérience a démontré que cette ferveur militante pouvait ébranler les finances du lieu, sans toutefois posséder le souffle nécessaire pour s'inscrire dans la durée. L'édifice, témoin silencieux de ces tumultes, a vu ses murs, jadis imprégnés des vocalises des cantatrices, se résigner aujourd'hui au crépitement frénétique des téléphones portables. Ces fameux bungalows, autrefois refuge douillet des icônes du grand écran, servent à présent de décor aux vedettes éphémères des réseaux sociaux. L'illustre Polo Lounge, véritable antichambre où se scellaient les destins des grands studios, s'est mué en cantine à brunch pour touristes en goguette. Pour ne pas sombrer,
Ce monument s'est métamorphosé de l'intérieur, tout en préservant jalousement l'illusion de son enveloppe charnelle. De cette résilience singulière émane une vérité cruelle sur la nature des grandes institutions. Leur immortalité ne réside pas dans la fidélité à leur vocation première, mais dans leur capacité à se plier aux exigences d'une nouvelle ère. Ce joyau de l'hôtellerie n'incarne plus la suprématie de l'industrie du rêve, car ce pouvoir-là n'a tout simplement plus d'épicentre physique. Cette autorité s'est évaporée aux 80, subsistant désormais de manière immatérielle à travers des accords conclus par écrans interposés et courriers électroniques. Malgré cela, les lieux conservent une inestimable aura. C'est un trait d'union palpable avec une époque révolue. Le privilège de fouler les mêmes tapis que des géants, de s'asseoir là où se jouaient des fortunes, et de clore les yeux dans les draps mêmes qui ont enveloppé des étoiles. Est-ce suffisant pour garantir sa pérennité à l'aube d'un nouveau siècle? Le mystère reste entier, car l'horizon s'assombrit de défis bien éloignés des querelles idéologiques et des boycotts. La Cité des Anges elle-même est en pleine mutation. Cette mégalopole, dont le cœur battait jadis au seul rythme des projecteurs, est devenue le terrain de jeu des titans de la technologie, des requins de la finance et des conglomérats mondiaux. Les nouveaux nantis de demain n'auront peut-être que faire des fastes du vieux cinéma. Leurs dévolus risquent de se porter vers des sanctuaires en phase avec leur temps, bien loin d'une nostalgie d'un autre âge. Le souverain garde pourtant la mainmise absolue sur ce joyau, et son fonds souverain n'a nullement l'intention de céder cette pépite. La rentabilité de l'édifice est telle qu'elle légitime amplement de conserver cette manne financière sur le long cours. Le sol, à lui seul, est une assurance-vie. Indépendamment du sort réservé aux murs, cette douzaine d'acres nichés au croisement de Sunset et de Rodeo se montra toujours à plusieurs centaines de millions de dollars. Seulement voilà, une bâtisse ne se résume pas à son titre de propriété. C'est avant tout un récit pétrifié, une mémoire faite de briques et de stuc. Le conte que murmure ce palace entrelace des rêves grandioses, de troublantes compromissions, l'ivresse du pouvoir et la cruauté de son déclin. C'est le récit d'un sanctuaire dévoué aux élites, jusqu'au jour où les rois abandonnent leur trône pour d'autres rivages. C'est la chronique d'un mutisme farouchement gardé, jusqu'à ce que le silence se mue en culpabilité sourde. C'est au fond l'histoire tragique d'une survie monnayée au détriment de sa propre âme. Le palais rose se dresse, majestueux, tel une stèle dédiée au culte de la gloire à l'américaine, un mélange enivrant d'éclats mondains et de tractations douteuses. Ces murs embuent les passions déchirantes et les trahisons glaçantes, les éclairs de génie et la boue des scandales, l'allégresse des triomphes et le sang des tragédies. Des chefs d'État y ont croisé des voyous, des créateurs de génie y ont côtoyé de pâles escrocs. L'édifice a bravé les effondrements boursiers, les conflits mondiaux, les révoltes médiatiques et l'ombre d'une pandémie. Il respire encore, certes, mais non plus comme l'Olympe du cinéma, ni comme l'épicentre du grand spectacle. Il subsiste simplement sous les traits d'une bâtisse somptueuse à la mémoire trouble, vendant des nuits d'ivresse à quiconque possède le compte en banque nécessaire et l'aveuglement volontaire quant à la destination de son or. Ces cloisons ne murmurent plus le moindre mystère inavouable. Elles se contentent de dresser leur façade d'un rose saumon délavé face à l'azur californien, écrivant sans relâche les pages d'un roman qui refuse de s'achever. Ainsi vit le Beverly Hills Hotel. Se creusaient où se forgeaient les chimères et où s'enterraient les bassesses. Cet aimant qui attirait la toute-puissance avant de la regarder s'envoler en poussière. L'endroit exact où le mirage hollywoodien a pris vie, avant de muer en toute autre chose. Un géant de pierre, inébranlable, et toujours nimbé de ce même éclat pastel.